C'est l'heure de votre émission Le Débrief. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le Gabon pourrait-il bientôt adhérer au Commonwealth? L'hypothèse semble de plus en plus plausible. Une délégation du Commonwealth s'est rendue récemment à Libreville, la capitale gabonaise, pour rencontrer certaines autorités. Après le Mozambique en 1995 et le Rwanda en 2009, le Gabon sera le troisième pays non anglophone à rejoindre cette organisation. Quel impact cette décision aura-t-elle sur le plan géopolitique? Le Gabon est-il à la recherche de nouveaux alliés? Les réponses en première partie d'émission. Quittant le Gabon, cap cette fois-ci du côté du Burkina Faso. Le 3 mai dernier, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans l'est du pays. Ces attaques intervenaient moins d'une semaine après l'assassinat au Burkina Faso de 2 Espagnols et d'un Irlandais par des terroristes. Les attaques au Burkina Faso ne faiblissent pas et le pays est toujours secoué par des groupes rebelles. Le Burkina Faso a-t-il les moyens pour gagner cette guerre contre les terroristes? Comment mieux faire face aux défis sécuritaires dans le pays? On en parle en fin d'émission. Jocelyn Djiria, vous êtes analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Nous avons également le plaisir de recevoir Alpha Ouali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau du Débrief. Tout le plaisir est pour moi, Régis. Nous allons parler du Gabon. Le Gabon avec la candidature au Commonwealth. L'admission du Gabon dans cette organisation pourrait se faire dès le mois prochain à Kigali, précisément le 21 juin. Pourquoi cette organisation intéresse-t-elle tant les autorités gabonaises ? Moi, je crois tout d'abord qu'il s'agit de l'exemple qu'a donné le Rwanda, parce que je dirais un peu ça. Pourquoi? Parce que dès que le Rwanda a intégré cette organisation, ils ont changé la langue nationale. Bon, je ne pense pas que ça arriverait avec le Gabon, Bon, oui. Mais peut-être qu'ils ajouteraient. Non, c'est de mettre l'anglais comme étant la seconde langue nationale. Oui. Mais donc, c'est une langue, c'est la langue des sciences. Donc, je crois tout simplement que le peuple gabonais bénéficierait d'une nouvelle culture, mais surtout d'un savoir anglophone qui est très dominant aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y avait une époque où la France était le centre du monde de la pensée, mais aujourd'hui, les regards sont beaucoup plus tournés vers les pays anglophones. Avant, parler le français, c'était signe de bourgeoisie, même chez les anglophones, mais parler le français, les anglophones qui parlaient le français, dans leur cours, c'était montrer preuve de grande sagesse, d'intelligence, mais aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc, je crois tout simplement que le Gabon veut arriver à cette nouvelle tendance-là et rentrer dans la nouvelle tendance anglophone. Arriver à cette nouvelle tendance, mon cher Alpha Ouali Diallo, alors la demande, elle n'est pas récente, elle est vieille parce qu'elle date de 2012, donc ça fait 10 ans aujourd'hui que le Gabon attendait évidemment ce feu vert du Commonwealth pour enfin intégrer l'organisation. On va dire une page historique va se tourner pour ce petit pays de l'Afrique centrale, Diallo? Oui, une page historique va se tourner. Parce qu'il faut rappeler l'histoire aussi. Le Gabon a tout donné à la France, au point même d'être dénaturé. Moi, je suis allé, tu te croirais, dans un petit Paris. Et avec la raréfication de ce qui faisait la force du Gabon, le pétrole et tout ça, ils n'ont pas pensé à un moment donné à se diversifier. L'économie gabonaise n'était pas assez diversifiée, à l'instar de beaucoup de pays qui ont des ressources comme le pétrole et le gaz. Donc, ces ressources ont été mal gérées. Avec la raréfication de ces ressources, les mutations internes qui se sont posées, le décès de Bongo, l'arrivée de son fils, il faut donner un nouveau souffle au Gabon, aux Gabonais, parce que ils ne peuvent plus regarder sous des airs que sur la voie française. Dans le monde du XXIe siècle où il est question de globalisation, de diversification. Et oui, et ils se sont dit oui.
autant nous ouvrir à d'autres perspectives, la perspective anglo-saxonne, parce que quand même, le continent n'en a connu que deux, hein, deux majeures perspectives, la perspective francophone ou la perspective anglophone. Un petit peu espagnol aussi. Espagnol. Je dis, j'allais venir. Les Espagnols ont été présents, mais ça, l'emprise que les autres avaient sur ces pays, c'est différent de l'emprise que l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'était une monarchie. Et puis, je ne veux pas rentrer dans ces... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un changement tectonique qui va propulser le Gabonais dans le XXIe siècle et aussi couper leur cordon ombilical. Je ne dis pas en termes, c'est-à-dire ne plus dépendre à 100% de la France. On va aborder ce point bien précis tout au long de cette émission, mon cher Alpha Wali Diallo. Jocelyn Djeria, alors vu de l'extérieur, hein, évidemment, l'adhésion au Commonwealth peut apparaître comme étant une opportunité pour le Gabon, vous l'avez souligné sur ce plateau, mais est-ce que le Gabon répond-il réellement à toutes les exigences régies évidemment hein, par l'organisation? Bon, vous savez, c'est un peu comme... entrer dans une nouvelle entreprise. Des fois, on recrute des gens qui n'ont pas le profil, mais qui sont motivés. Donc, beaucoup plus, il s'agirait de regarder. Dernièrement, vous savez, en Afrique centrale, le Gabon s'est placé comme numéro 1 dans la lutte des... la protection de l'environnement également. Non seulement ça, mais pour l'égalité, parce qu'il y a eu une nouvelle loi. Oui, il y a eu la question du genre qui a été revue la question aussi, du genre pour dire que l'homme et la femme sont égaux, l'homme n'est plus le chef de la famille et tout. Oui, donc, mais est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant aujourd'hui pour que le Commonwealth décide d'ouvrir ses portes au Gabon? Non, ce n'est pas suffisant, mais la motivation et la volonté du chef de l'État. Il s'agit plus d'une communauté diplomatique. C'est la diplomatie ici qui joue. C'est vrai, il est bien vrai que les autres aspects comme avoir une vision conforme à la communauté pour l'intégrer, mais je pense que c'est beaucoup plus une question de diplomatie. Et aujourd'hui, il y a une certaine rivalité qui existe entre la francophonie et le Commonwealth. Donc, je pense que cette rivalité-là pourrait jouer en faveur du Gabon, puisque nous avons déjà un exemple en Afrique, le Cameroun qui est à la fois membre du Commonwealth et membre de la francophonie. Oui, mais on a vu également ce que ça cause au Cameroun aujourd'hui, hein, avec cette guerre. Évidemment, c'est une autre guerre, anglophone, et le côté anglophone et le côté français. Oui. Mais le Cameroun n'a pas jusqu'à aujourd'hui tiré profit de cette adhésion. Le problème du Cameroun, c'est que, bon, pour avoir étudié au Cameroun et connaître le contexte camerounais, il y a eu un moment où le pays était scindé. Évidemment. Et Ahidjo est venu pour tout remettre en place. Donc, il y avait déjà une scission interne et qui, avec le temps, n'a pas pu tenir. Or, le cas du Gabon, il s'agit d'une nation compacte, même s'il y a des voix de l'opposition, des oppositions politiques ou bien d'idéaux, c'est quand même une nation compacte et qui n'a pas la même histoire que le cas du Cameroun. On ne dira pas que l'entrée au Commonwealth pourrait assainir l'environnement politique, la gestion des biens, mais la population gabonaise pourrait bénéficier d'une chose, avec l'acquisition de l'anglais. C'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant aller aussi sur le marché anglophone, parce qu'aujourd'hui c'est le marché dominant. Un jeune Gabonais peut aller se former aux États-Unis sans grande difficulté, il peut aller en Afrique du Sud, et même dans les rapports d'affaires. Donc je pense que ça leur rapprocherait de ce monde-là, qui s'offre à eux. Donc, c'est à eux maintenant de comment ils utiliseraient cette opportunité. Utiliser cette opportunité, Alpha Wali Diallo. Je vais souligner en gras cette expression de notre ami Jocelyn Djeria. Alors, le Gabon est visiblement dans un partenariat gagnant-gagnant avec le Commonwealth. Comment, justement, la Grande-Bretagne va tirer profit de ce nouveau partenariat? Que gagne la Grande-Bretagne en ouvrant sa porte au Gabon? Non, en fait, la Grande-Bretagne a quelque chose à gagner, c'est-à-dire entrer dans le pré-carré français. C'est carré français. C'est-à-dire, il y a une certaine
Je crois que l'exemple du Rwanda a été révélateur. Oui, mais Alpha, est-ce que ça sous-entend, hein, si je vous suis, hein, si je suis votre logique, ça sous-entend que le Gabon aujourd'hui est devenu, entre guillemets, l'épicentre d'un conflit d'intérêts entre la France et la Grande-Bretagne aujourd'hui? Mais c'est l'Afrique centrale qui est devenue un épicentre de conflit d'intérêts? De conflits d'intérêts à caractère géopolitique. Je dis le conflit d'intérêts entre la francophonie et le monde anglo-saxon. Je mets dans le monde anglo-saxon la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est ce qui a été à l'origine de la guerre en Côte d'Ivoire. Et pas mal de choses. Hein. Ce sont des alliés sur le plan global, mais ce sont des adversaires sur le plan économique. Et ça se manifeste sur le terrain. Quand le Rwanda a rejoint le Commonwealth. En 2009. Ouais, ça fait mal à la France parce que la guerre au Rwanda, il y avait les Français qui ne voulaient pas de ça. Kagame est arrivé avec toute une... Bon, parce qu'il avait fait ses monuments en Ouganda et tout ça. Il a reçu beaucoup de soutien de la Grande-Bretagne, Chatham House, the Council on Foreign Relations. Mais quand il est arrivé, il y a eu cette voix anglophone au sein du Commonwealth, mais il s'est rendu compte que on marche sur deux pieds. Il a négocié un positionnement pour son retour dans la francophonie, ce qu'on a vu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on assiste à une normalisation des relations entre les deux pays, entre le Rwanda et la France. Alpha, je vais continuer avec toi, hein, je reste avec toi, mon cher Alpha Wali Diallo. Vous avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez parlé on va dire un petit peu de cette guerre d'intérêts. En ce qui concerne évidemment cette décision prise par les autorités gabonaises de rejoindre cette organisation anglophone, quel pourrait être l'impact concrètement de cette décision du Gabon sur le plan évidemment géopolitique, uniquement géopolitique? Non, mais comme il vient de le dire, le Gabon s'ouvre à d'autres marchés qui lui étaient étrangers. On offre beaucoup plus de possibilités aux Gabonais pour s'arrimer beaucoup mieux dans la mondialisation. Parce que ce que je vous dis, le Gabon, enfin, les Gabonais ne connaissaient que le modèle français. Au Sénégal, ici, je vous dis, hein, depuis 2000, on ne le sent pas. On ne fait pas partie du Commonwealth. Ouais, mais l'anglais est très présent au Sénégal, ici. Là, si vous voyez, la plupart des Sénégalais sont bilingues. C'est-à-dire, et ici, dans certaines administrations, les réunions se commencent en français et se terminent en anglais. C'est-à-dire, ça ouvre d'autres perspectives. Le Gabon, compte tenu de son histoire, n'a pas eu cette chance-là. C'est-à-dire, ils ont été francophonisés dans l'âme. Moi, j'ai eu, en 2012, j'ai eu à donner des cours à la FRAM pendant 6 mois. Je leur disais, mais c'est comme si j'étais à Paris un tout petit peu. On ne parle que français. Non, non. Et oui, c'est-à-dire cette diversification, tout à l'heure, je crois, on a parlé de langue nationale. Il faut s'enraciner et s'ouvrir. Donc, l'enracinement viendra, peut-être il y a beaucoup de langues, de dialectes, il faudra trouver un consensus, mais cette ouverture-là, elle est d'actualité dans ce 21e siècle. Et je pense que le Gabon est évidemment dans cette logique-là, hein, de trouver un consensus pour faciliter l'installation de l'anglais comme seconde langue nationale. Restons toujours évidemment dans cette thématique qui nous concerne aujourd'hui, messieurs, le Gabon et la candidature du Gabon à l'intégration du Commonwealth. Alors, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a déclaré, je cite, lors de sa visite en Grande-Bretagne, il y est d'ailleurs, hein, il a rencontré le Premier ministre britannique, le président gabonais a déclaré, je cite, « Nous n'allons pas tourner le dos à la France ». Comment analysez-vous cette déclaration du président gabonais? Bon, c'est une déclaration que je classerais dans la même catégorie que la déclaration d'Emmanuel Macron après qu'il y ait des manifestations en N'Djamena contre la France. Et il est sorti pour dire que je ne suis pas pour
une dévolution monarchique du pouvoir, alors qu'il a dit que nous ne permettrons jamais à quelqu'un de déstabiliser. C'est simplement diplomatique? Effectivement. C'est diplomatique, mais aussi c'est pour envoyer un message fort à la France, parce que le jour où Emmanuel Macron a fait cette déclaration, les violences, on ne brûle plus le drapeau français au Tchad, on n'attaque plus Total, on n'attaque plus les intérêts français au Tchad. Donc, c'est aussi une manière d'envoyer un signal fort parce que vous savez, comme il le dit, le Gabon, c'est un peu le petit Paris. Il y a beaucoup de financement français là-bas. Il y a des familles françaises qui sont installées même au Gabon depuis 100, 200 ans, qui sont là. L'entrée au Commonwealth du Gabon, ça sous-entend l'implantation des entreprises effectivement, anglaises. Voilà, mais c'est pour leur dire que nous ne vous tournons pas le dos, nous sommes ensemble. C'est juste que nous voulons ajouter une nouvelle corde. Voilà, il s'agit juste de l'ajout d'une nouvelle corde, mais l'ancienne corde garde toute son importance. Donc c'est plutôt diplomatique, mais c'est aussi pour envoyer aux investisseurs français qui sont là sur place, les grandes entreprises françaises qui sont omniprésentes au Gabon, que voilà, vous êtes là. Il y a de la concurrence qui arrive. Oui, non, mais c'est pour leur dire que vous êtes déjà là avec nous, nous n'allons pas vous remplacer. Nous allons juste amener de quoi le surplus dont nous avons besoin. Et donc nous avons besoin de l'anglais comme surplus et non comme supplétif. D'accord. Et on va parler du Commonwealth. Alors, mon cher Diallo, sur les 10 pays africains les mieux gouvernés, 9 en font partie. Le Gabon peut-il prétendre tirer profit de cette candidature en oubliant évidemment de revoir son système politique? Peut-être à long terme, non. L'adhésion à le Commonwealth, ce sont des règles. Hein. Oui, justement. Et certaines règles ont attrait à la vie politique du pays. Ils vont changer dans le temps. Bon, parce que l'adhésion au Commonwealth, c'est une appropriation du mode de fonctionnement, des règles, des statuts, qui va forcément avoir une incidence sur la façon dont la gouvernance est conçue, sur la façon dont le système anglophone est différent du système francophone. Parce qu'ils sont très pointilleux sur ça, hein, mon cher Diallo. Et c'est là où ça peut être une opportunité, un nouveau décollage, un nouveau départ pour le Gabon. Ouais. Le président Ali Bongo, a très bien fait ce langage diplomatique. Il ne l'aurait pas fait, on aurait pu peut-être avoir de la déstabilisation. Parce que ce sont des intérêts. Si tu vois l'histoire du Gabon... évidemment, on ne va pas revenir sur cette histoire. Et aujourd'hui, si c'est comme au Sénégal ici, si le Sénégal se lève un beau jour et dire, on va entrer dans le Commonwealth, mais dis-toi que du côté de Paris, il y a des gens qui vont se lever pour dire non, ça ne va pas se faire. En parlant de Paris, la transition est toute trouvée, mon cher Diallo. Djeria, alors lors de ce sommet que le chef de l'État français Emmanuel Macron a convoqué avec certains dirigeants africains sur évidemment cette politique de relance de l'économie africaine, le Gabon n'était pas présent lors de cette rencontre. Comment faut-il analyser, interpréter cette absence ? Bon, tout d'abord, il faut replacer le contexte de cette rencontre. La France, comme certains États, ont droit à un certain montant. Donc je crois que pour la France, c'est 25 milliards d'euros ou de dollars, je ne me rappelle plus, mais qu'ils peuvent utiliser. Maintenant, si eux, ils n'ont pas besoin de cette somme, ils peuvent allouer cette somme à des États. Donc faire le transfert de cette somme, dire que nous soutenons les initiatives de développement au Tchad, au Mali, au Niger. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu pour ça que ces États sont allés. Donc si, premièrement, le Gabon n'est pas présent, moi, ce qui m'est venu d'abord en tête, c'est que peut-être que le Gabon n'a pas besoin d'argent. Maintenant, c'est un pays super endetté, le Gabon. C'est une façon de voir. Je me dis peut-être que dans l'immédiat, là, maintenant, ils n'ont pas, ou bien qu'ils ont des priorités ailleurs. Donc cette priorité, peut-être qu'il faudrait souligner que le fait d'entrer dans cette nouvelle communauté, le Commonwealth,
n'a pas d'avantage économique là, immédiate. Il n'y a pas d'ouverture, comme on dit, d'accords commerciaux. Oui, parce que certains observateurs, mon cher Djeria, pardon de vous interrompre, certains observateurs ont évidemment fait ce lien. L'absence remarquée du Gabon lors de ce sommet à Paris, avec le fait que derrière, le Gabon ait proposé évidemment cette candidature. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de lien entre l'absence... Je ne crois pas qu'il faille faire le lien. C'est comme Denis Sassou Nguesso, si je ne me trompe pas. Il y a eu certains présidents qui ne sont pas venus. Ali Bongo n'était pas venu à N'Djamena après le décès de celui qu'il appelait affectueusement mon grand frère, parce que le président Déby a été beaucoup parrainé par le président Ali Bongo, qui, je ne sais pas, peut-être aurait fait ses études au Tchad ou a vécu au Tchad un moment, mais il y a un lien fort entre Déby et Ali. Mais Ali n'est pas venu, pourquoi? Parce qu'il avait perdu son oncle, le frère de son père est décédé. Exactement. Donc il était en deuil, il ne pouvait pas venir. Donc ce que je veux dire, c'est que cette absence-là du Gabon peut avoir d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la géopolitique. Oui, parce que beaucoup étaient évidemment sur ce point, souligné par notre ami Alpha Wadi Diallo, en ce qui concerne évidemment cette relation très forte entre le Gabon et la France. Alors Diallo, sur les 10 pays les plus riches du continent évidemment, 5 sont membres du Commonwealth, le Nigeria qui est également membre de cette organisation. Diversifier son économie, c'est là le leitmotiv du président gabonais Ali Bongo Ondimba? Ah ouais, diversification, ouais. C'est le moment, d'autant plus que des études ont montré que le pétrole était en train de se raréfier. Ouais, parce que le Gabon est quand même très riche en termes de matières premières. Non, ce sont ces derniers temps qu'ils ont commencé à avoir du côté de la forêt. Et ça a même créé des histoires avec l'arrivée des Chinois. C'est-à-dire... ils se sont ouverts au marché chinois. Ouais. Voilà. Pour tout ce qui est exploitation de bois, ça a créé pas mal de problèmes. Mais je voulais peut-être un tout petit peu signaler quelque chose par rapport à l'absence de certains présidents de l'Afrique centrale. Lors de ce sommet? C'est tout à fait normal, parce que ces présidents ont été absents, la plupart, au décès de Idriss Déby. Il y a un problème géopolitique qui se passe en Afrique centrale. Et beaucoup de chefs d'État sont en train de réfléchir sur les relations avec la France. Je ne dis pas ça de façon négative, c'est la réalité. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est la seule voie pour émerger? D'autant plus que c'est une région qui regorge de beaucoup de ressources. Oui, il y a un sol très riche, le pétrole, le manganèse, l'uranium. On a vu que toutes ces richesses-là étaient sous l'escarcelle français. Diallo, je reste avec toi en parlant des richesses du Gabon. Alors, tout à l'heure, on a parlé évidemment de l'aspect économique qui caractérise évidemment l'adhésion au Commonwealth. Vous l'avez souligné, mon cher Jocelyn Djeria. Alors, avec une dette supérieure à 70% du PIB, le Gabon va devoir reprofiler ses emprunts sur le marché international. Comment l'implantation des entreprises anglaises, implantation future évidemment, les entreprises anglaises va aider, on va dire, un peu le Gabon à redresser la barre? Non, en fait, c'est que ce sera d'autres perspectives. J'aimerais... le taux d'endettement, 70% d'endettement, ce n'est pas significatif. Ce n'est pas le niveau d'endettement qui donne de la pertinence même de l'utilisation de l'argent de ces dettes. On est en train de se battre pour faire lever ce verrou-là. Parce que qui a fixé ça? Pour les pays africains. Ils ont dit ce sont des outils de convergence. Mais non. On a vu des études ont montré que pour faire un saut stratégique dans le monde du développement, il faut passer outre ces 70% d'endettement vis-à-vis du produit intérieur brut. Et le Covid nous a montré que, effectivement, ça ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont imposés sont à 115%, 120%, sans ressources naturelles. Nous avons des garanties. Donc, nous pouvons aller au-delà
Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut sortir de ces paradigmes. Le Gabon, c'est une réflexion qui a eu lieu avant le décès de Omar Bongo. Oui, parce que la réflexion, elle date, je l'ai souligné. Hein. Alpha, je vais t'interrompre, on arrive bientôt au terme de cette première partie d'émission. Djeria, en quelques mots, aujourd'hui, avec l'adhésion de certains pays africains à cette organisation anglophone, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que la Grande-Bretagne est devenue aujourd'hui un partenaire clé pour certains pays? Oui, la Grande-Bretagne est devenue un partenaire clé. Déjà, sa sortie de l'Union européenne, elle a besoin de nouveaux débouchés. Et l'Afrique a toujours été le débouché des puissances coloniales. Donc, la sortie de l'Union européenne l'a privée de certains alliés. Donc, il faut qu'elle se cherche des alliés. L'Europe est déjà saturée, comme la plupart des analystes le disent. L'Afrique, nous avons des matières premières qui sont là. Nous avons beaucoup de richesses. Donc, développer, il y va totalement de leur intérêt de développer une relation diplomatique avec des États africains. Donc oui, la Grande-Bretagne veut, je suis sûr qu'elle veut, vu le contexte actuel, veut se positionner sur le marché africain. Nous avons les Russes, nous avons les Chinois et tout. Donc chacun compte sur l'Afrique. Donc ils veulent aussi tirer leur épingle du jeu. Chacun compte sur l'Afrique. On marque une courte pause, les amis, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Direction le Burkina Faso, le pays théâtre des attaques terroristes, mon cher Alpha Wali Diallo. Qui sont ces rebelles qui se disent membres du soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe très présent au Burkina Faso et qui était à l'origine des attaques, on se souvient en 2018 de la base militaire au Burkina Faso. Oui, en fait, la problématique de ces terroristes, ces groupes terroristes dans cette zone, elle est complexe. Et, ça répond à des griefs ancestraux qui, du temps de Blaise Compaoré, étaient très bien gérés. Parce que les gens oublient qu'avec la chute de Blaise, tout ce qui gérait ces problèmes de terroristes. Parce qu'il ne faut pas oublier le rôle que le Burkina jouait dans les négociations entre certains États dont les citoyens ont été pris en otage avec des groupes terroristes. Et il y avait Diendéré était très bien, Chafi, et tout ça est parti. Ces groupes n'ont plus d'interlocuteurs. Et compte tenu aussi de la croissance des moyens déployés dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie, avec peut-être ce qui se passe au Mali, qui a eu une incidence, effectivement, parce que les frontières étant poreuses un tout petit peu, les gens se déplacent, surtout dans le nord où il y a le phénomène du nomadisme. Donc tout ça, ça a contribué au fait que ce problème de terrorisme s'est métastasé dans le nord du Burkina et même dans ce qu'on appelle la région des trois frontières. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je dis, la résolution de ce problème n'est pas militaire. La résolution n'est pas militaire. On va aborder ce point, mon cher Alpha Wali Diallo, tout au long de cette émission. Jocelyn, évidemment, Diallo parlait tout à l'heure de, on va dire, l'historique un peu de cette guerre qui continue à miner le Burkina Faso. Mais pourquoi aujourd'hui le pays, on va dire, est devenu en quelques années la cible des attaques terroristes? Pourquoi? Bon, vous savez, avant de commencer à revenir dessus, je tiens juste à appuyer son point de vue. Premier facteur, ces groupes-là, ces groupes armés n'ont plus d'interlocuteurs pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons le général Diendéré qui est en prison. C'était lui qui gérait la libération des otages. Lorsqu'il y avait des problèmes et que Compaoré se posait comme intermédiaire, c'était lui qui gérait les discussions avec les principaux groupes.
c'était lui qui allait parler au nom des autres chefs d'État qui voulaient se faire plus discrets, comme par exemple le chef d'État malien ou burkinabé, ou bien, je ne sais pas, parfois même pour le compte du Sénégal, mais pour le compte de beaucoup de pays ouest africains, c'était le général Diendéré qui menait les négociations. Il les connaît. Ce sont, entre guillemets, des gens qu'il connaît bien. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Le chef de l'État, Christian Roch-Marc Christian Kaboré, avait écarté le dialogue avec les groupes rebelles. Il était, on va dire, en quelques mois, notamment lors de son second mandat, revenu sur sa décision de pouvoir dialoguer avec eux. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas on va dire, d'interlocuteurs, ça complique évidemment la tâche aujourd'hui, qui est de dialoguer avec eux? C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, l'écart des principaux interlocuteurs. Mais le deuxième facteur, c'est que vous savez, dans les années 2000, la présence de l'État du Burkina, c'est-à-dire que des institutions comme l'armée, la police pour protéger la population, était à 50%. Nous avons aujourd'hui des régions où l'État est absent et qu'il y a des groupes d'autodéfense, comme les groupes des Kolweogo. Et voilà. Nous avons aussi les Dozo. Nous avons aussi des milices, les milices Peul dans Ambassago. Ce sont ces milices-là qui assurent le rôle de protection des populations locales. Ce qui veut dire que l'État n'est pas là et que les gens sont obligés de prendre eux-mêmes leur sécurité en main. Ça veut dire que le chef de l'État a failli à sa mission de protéger le peuple? Il n'a pas failli à sa mission. C'est un problème de manque de moyens que ces groupes-là utilisent. Donc, étant donné que l'État n'est pas là pour assurer de manière professionnelle la sécurisation des frontières, parce que vous savez qu'un groupe de villageois qui sécurise la frontière n'a pas les mêmes moyens et la même technologie, les mêmes techniques que peut-être des gens formés par l'État. Revenons sur ces attaques, mon cher Diallo, les attaques, je l'ai souligné dans mon introduction au début de cette émission, attaques survenues le 3 mai dernier au Burkina Faso, dans l'est du pays, qui a fait une dizaine de morts, on le souligne, et on continue évidemment à présenter nos sincères condoléances au peuple burkinabé. Alors, ces attaques sont-elles, on va dire, des représailles aux raids menés par la force française Barkhane, en lien évidemment avec les pays membres du G5 Sahel? Ça peut être ça, hein, ouais. Ça peut être une grille de lecture. Ce qu'il faut toujours pour comprendre ce phénomène de terrorisme, ça a démarré quand? C'est 10 ans, hein. Il va falloir s'arrêter pour essayer de comprendre. Parce que je pars du principe que on nous sert toujours qu'on a des armées qui ne sont pas très formés. Mais pourquoi avant il n'y avait pas ce problème de terrorisme? De deux aussi, il y a une similitude entre ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Burkina, le Nord. C'est comme si on essayait de nous faire croire que nos États, tels qu'on l'a constitué, il faudra les partitionner parce qu'on n'a plus les moyens légitimes. Ça aussi, ça obéit à des desseins inavoués. Moi, je dis que pour régler, les Africains peuvent régler ce problème. Idriss Déby avait, à un moment donné, au Mali, était sur le point de régler ce problème-là, militairement. Est-ce le cas pour le Burkina Faso? Non, on les a stoppés. Je dis, le problème du Burkina, ça a commencé quand est-ce? Quand Blaise Compaoré est tombé. Et c'était géopolitique. L'ambassadeur américain qui était là-bas est là. Il ne soutenait pas le coup d'État de Diendéré. Ce coup d'État, manifestement, a été l'œuvre des Français pour maintenir un tout petit peu. Et par rapport à ça, Diallo, par rapport à ça, il faut sanctionner maintenant. Oui. C'est-à-dire tous ces pays qui ont osé, à un moment donné, se rebiffer. Mais comment renforcer le défi sécuritaire aujourd'hui au Burkina Faso? Non, pour régler ce problème, je fais partie de ceux qui disent sortons Diendéré et discutons. C'est-à-dire il y avait une organisation qui était... Oui, il y avait une organisation qui était là, qui gérait très bien ce problème de terrorisme. Sinon, ça ne va jamais se régler.
Parce que les dés sont pipés. Parce que Ibeka, quand il a dit que la solution passait par la négociation avec Iyad Gali et Amadou Koufa, mais le Quai d'Orsay a dit non, moi, je vais les combattre. C'est la même chose ici. Et Djerriara, il faut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire libérer Djandéré, négocier avec lui. Je dis, attends, c'est-à-dire... Pas seulement libérer Djandéré, mais dialoguer, parce que seul le dialogue peut résoudre ce problème-là. On doit dialoguer avec ces groupes-là, comprendre au mieux leurs motivations que de les imaginer et essayer de voir dans quelle mesure s'entendre. Maintenant, si... vous l'avez souligné, ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc, du coup, Djandéré fera office d'interlocuteur. Vous savez, le président burkinabé, M. Kaboré, c'est un homme de vision. Je salue vraiment ça parce qu'il a pris en compte une réalité existante. Ces groupes d'autodéfense-là, il les a institutionnalisés. Comment? Le 21 janvier 2020, l'Assemblée nationale a voté une loi pour régulariser un peu ces groupes-là, les organiser, les former et leur donner des moyens pour pouvoir venir en renfort à travers les volontaires pour la défense de la patrie. Donc c'est un corps qui a été créé pour venir à la mais c'est un peu résiduel, c'est beaucoup plus dans le domaine de la prévention. Mais il faut discuter avec ces gens-là et comme il le disait, si possible, revoir le mécanisme précédent. C'est-à-dire que Blaise Compaoré était là. Ce n'est pas tout ce qui est de Blaise Compaoré qu'on doit écarter. D'ailleurs, il a tendu sa main au chef de l'État actuel. Si on se rend compte que voici c'est ça, on peut même proposer à Blaise Compaoré de régler ce problème et de lui prononcer de l'amnistier peut-être. Ouais, parce qu'il y a encore le procès. Oui, mais ce sont des négociations. Il va falloir faire des gros compromis pour sauver des Burkinabés. D'accord. Wally, je vous laisse terminer. Ceux qui sont au pouvoir actuellement étaient avec Djandéré quand Blaise était au pouvoir. Jean-Marc. Jean-Marc, c'était l'héritier. C'est-à-dire, c'est toute une histoire avec les Salfi Diallo. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont été mécontents de la façon dont Blaise et sa famille gérer le problème, c'est ça la dissension. Mais je demeure convaincu que Jean-Marc peut parler avec Djandéré pour l'intérêt supérieur du Burkina. Ça passe par ça. Parce que jusqu'à présent, mais l'expertise, c'est ça. Je ne suis pas dans une optique de, par exemple, ressortir ces liens dans la mort de Sankara. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à un moment donné, était inamovible dans cette région pour régler certains problèmes. Nous sommes confrontés à ce genre de problèmes. Ayons l'humilité, parce que le pardon existe chez nous. Ayons l'humilité de le sortir. Je dis, mais depuis la révolution, vous savez combien de civils ont été massacrés? Mais les gens n'étaient pas sortis pour ça. Évidemment, privilégier la communication. Voilà, et c'est en ce sens que les gens vont commencer à être nostalgiques de Blaise Compaoré. Ils vont se dire, c'est comme ce qui s'est passé en Irak. Les gens, à un moment donné, ont eu la nostalgie de Saddam Hussein qui écrasait, mais on se rend compte quelque part que nous pouvons régler nos problèmes pourvu qu'on laisse de côté. Voilà, on laisse de côté les égos et on privilégie. Et je pense que le chef de l'État, vous l'avez souligné, la vision du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, elle nage dans ce sens-là, que de pouvoir apporter... Il a compris. Ce revirement, moi je dis que ce revirement est salutaire. Dans ce sens-là, je suis sûr que d'ici peu, comme ça se passe en Centrafrique, où finalement tout le monde a décidé de s'asseoir ensemble pour discuter pour le meilleur du pays, je pense que le cas du Burkina Faso est là. Parce que vous voyez, même sur le plan du droit international, les gens tentent plutôt à privilégier les modes alternatifs de règlement de conflits comme l'arbitrage au procès. Parce que les problèmes, quand il faut s'affronter, ça prend non seulement du temps, de l'argent, de l'énergie, mais après il y a des dommages collatéraux qui sont
parfois très difficile parce que les cicatrices seront là. Donc il faut aller en douce, négocier avec tout le monde, parler avec tout le monde, mais surtout écouter parce que parfois ces gens-là, ils veulent seulement être écoutés. Ils veulent seulement dire que voici ce que nous voulons. Oui, certains les qualifient des adeptes de la pensée unique. Voilà. Donc ils veulent parfois se faire entendre. Donc au moins il faut les écouter et voir dans quelle mesure on pourrait les aider. Maintenant, si on ne peut pas les aider en ce moment, on peut faire appel à des alliés sûrs qui peuvent vraiment aider à éradiquer la menace, mais privilégier d'abord le dialogue. Privilégier le dialogue. Alors, difficile de combattre des groupes terroristes quand nous avons l'impression que notre armée sert d'autres personnes. Ce sont là les mots du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré lors de la cérémonie d'investiture de son second mandat. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration, mon cher Diallo? Il a dit, Déby l'a dit, mais voilà, ces chefs de l'État du G5 se sont rendus compte que, mais depuis qu'on a créé le G5 avec toutes les déclarations d'intention, pourquoi ça ne marche pas? Les dés sont pipés. Et ça sous-entend que le terrorisme dont le Burkina Faso est en train de combattre, il est interne? Parce que le président Kaboré est dans une logique que son armée serait infiltrée. Non, interne. Toutes les armées du G5 sont infiltrés. Depuis qu'on a accepté d'avoir Barkhane et tout, c'est la réalité. Ils ne règlent pas les problèmes. Et là où on est en train de parler que Barkhane pourrait se retirer, je dis à partir de cela, on pourra avoir des solutions africaines. Et je vous dis, ce n'est pas une solution militaire. On peut se parler. Le jour où on laissera au Mali, le jour où on a laissé les militaires aller parler avec les terroristes, commencer à avoir un peu de changement. Et là, ce qui se fait au Mali peut se faire au Niger, peut se faire au Burkina. Mais parce que chez nous, les Africains, on a laissé quelque chose qui est fondamental chez nous sous l'arbre à palabre. Oui. Tous les conflits se sont réglés d'une manière ou d'une autre sous l'arbre à palabre. Et à un moment donné, on nous a incrustés dans des schémas de confrontation militaire, et pour venir nous dire que vos armées ne valent rien. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier l'épisode de la guerre entre le Mali et le Burkina. Moussa Traoré et Thomas Sankara, qui étaient activés par la France pour affaiblir le Burkina. Ça s'est terminé combien? Ils se jetaient des pierres. Donc il faut évidemment privilégier le dialogue. Et vous l'avez souligné, quand on est dans un processus de confrontation, on est également dans une zone où on a l'impression qu'on s'entend, mais on ne se comprend pas. En fait, on avance à reculons. Parlons évidemment de ce point souligné par notre ami Diallo, qui nous a laissé entendre que, évidemment, l'armée du G5 Sahel serait infiltrée. Et d'ailleurs, c'est un point qui, au vu de la déclaration du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, on pourrait aller dans cette hypothèse-là. Est-ce que, Djeria, cela sous-entend que les terroristes bénéficient de la complicité de certains membres de l'armée burkinabé? Rappelons déjà les faits qui se sont déroulés en 2018, je l'ai souligné, lorsque ces bases militaires ont été attaquées. Comment les terroristes savaient précisément quelle base militaire attaquer, à quelle heure attaquer également? Est-ce que cela ne rejoint pas un peu la déclaration du président burkinabé? Le président est en train de dire qu'il est temps de recentrer cette armée-là au problème burkinabé que de défendre les intérêts peut-être des Français, de les envoyer dans le G5, d'aller combattre au Mali, d'aller combattre dans d'autres pays. Donc il faut que l'armée burkinabé, maintenant, cette infiltration, vous savez, la France a su tirer une belle part de la colonisation, mais surtout de l'immigration, où on voit des gens avec la double nationalité. Ces gens avec la double nationalité, on les forme et parfois on les renvoie en Afrique comme des agents de renseignement. C'est chose qu'on ne dit pas. Dans l'administration de chaque pays, il y a des binationaux. Parfois qui sont à la tête d'importants ministères, parfois qui sont à la tête d'importantes structures, mais ils sont là et ils rendent compte à peut-être la France, les États-Unis, ou je ne sais pas, mais ces gens-là qui leur ont dit que vous êtes des nôtres aussi. Donc, cette infiltration, c'est une évidence. Le Burkina Faso a une forte diaspora aux États-Unis et en France.
Il suffit juste que, même en Russie, on peut dire, donc n'importe quelle puissance peut prendre des ressortissants burkinabés et de les envoyer. Mais c'est un double combat aujourd'hui pour le Burkina Faso, c'est-à-dire de pouvoir d'abord combattre, l'expression est peut-être un peu forte, mais c'est le cas au vu de ce que vous dites, de combattre d'abord ses propres frères et dans le pays, en ce qui concerne évidemment ces infiltrés, avant évidemment d'aller combattre ces groupes rebelles qui perturbent le pays. Mais dans tout ce chemin, c'est des Burkinabés qui meurent. Que ce soit les groupes armés, que ce soit les infiltrés, que ce soit le gouvernement, c'est des Burkinabés. Là, nous privilégions le dialogue, hein, souligné par notre ami Dialogue. Quoi qu'on fasse, c'est des Burkinabés qui meurent. Donc la vie de chaque Burkinabé compte. Et donc voilà, il faut, comme pour revenir à ce que notre ami l'a dit, et notre ami Diallo l'a dit, il faut privilégier le dialogue. Mais cette infiltration, elle ne finira pas. Parce que parfois même, des gens qui viennent comme des touristes, ce sont en réalité des agents de renseignement des pays. Ils viennent voir pour étudier la manière de vivre et quoi. Et s'ils veulent déstabiliser, ils ont des intérêts. La sécurité, vous savez, c'est un officier général d'une armée importante africaine me l'a dit. Jocelyn, la sécurité, c'est un argument de négociation. Lorsque ces puissances-là viennent négocier des marchés, surtout des marchés importants, ils apportent la sécurité avec eux. Ils viennent imposer parfois, je ne dis pas qu'ils le font, je dis qu'ils peuvent imposer la peur quelque part et dire que nous avons la solution à cette peur-là si vous nous donnez ça. Bon, comme on a tendance à le dire, à la guerre, toutes les stratégies sont bonnes, même si nous ne tolérons pas évidemment cette stratégie. Alors la direction du G5 Sahel, mon cher Alpha Wali Diallo, est réglementée par le principe de rotation à la tête de l'institution. Le Burkina Faso a été évidemment toujours pressenti pour remplacer le Tchad, hein, en ce qui concerne l'intérim, avant la grande rencontre pour décider du futur président, entre guillemets, hein, de cette organisation. Au cas où ça tomberait sur le Burkina Faso, vous pensez que le pays a les moyens d'assurer la gouvernance du G5 Sahel? La gouvernance politique, oui, mais pas la gouvernance militaire. Ok. Tu sais, ce que représentait Déby dans cette région, il n'y en a pas deux. C'était un militaire, un vrai. Peut-être Bazoum, à la seule différence que ce n'est pas la même trajectoire. Bazoum, c'est un militaire comme les militaires sénégalais. C'est-à-dire, et lui, peut-être, il a une expérience de négociation avec des terroristes eu égard à son appartenance à une minorité du Nord. Mais je dis aujourd'hui, le Burkina, mais Marc, Christian, c'était un homme banquier. C'est-à-dire, on a besoin dans ces moments où l'unité de la nation est remise en question, on a besoin d'avoir des militaires à côté. Mais ce n'est pas les civils qui vont aller en guerre. Ce sont les militaires. Maintenant, il ne faut pas dire que le président de la transition Zida n'était pas aussi au pays. Il s'est exilé au Canada. Et Diendéré était en prison. La plupart des dignitaires militaires, certains ont fui le pays. Est-ce que Diallo, est-ce que c'est là aussi, on va dire un petit peu, si on peut le qualifier ainsi, l'erreur du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré de ne pas s'être entouré justement de ces anciens-là? C'est pas une erreur de... Ouais, parce qu'il faut se replacer dans le contexte. Zida, il était avec le président de la transition contre Diendéré. Mais pourquoi ils ont fui? C'est le problème. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Et c'est sur le terrain qu'on comprend. Oui, mais on a l'impression, Jocelyn, qu'aujourd'hui, en fait, au vu de l'analyse pertinente de notre ami Alpha Wali Diallo, on a l'impression que le Burkina Faso a entre ses mains peut-être une clé, hein, qui permet d'ouvrir la porte vers le succès. Mais évidemment, cette clé, la métaphore, elle est représentée par Diendéré. C'est-à-dire de pouvoir s'entourer des gens qui connaissent, qui maîtrisent la situation. Pas que Diendéré, il y a d'autres gens qui sont là, mais ce qui est là, c'est que c'est quoi? Aujourd'hui, le président, c'est un président démocratiquement élu. Et la population ne veut plus avoir affaire au système. La population a renversé un système qu'elle ne veut plus voir, mais qu'elle sait qui est présent. Par exemple, les gens qui sont aujourd'hui qui gouvernent, c'est des gens qui ont travaillé avec Compaoré, mais sans la méthode Compaoré. La complication, elle est énorme. Donc, si il faut aujourd'hui gracier Diendéré, faire ramener Zida, c'est aux dignitaires, c'est aux gars qui étaient là, qui renforcer la fracture sociale déjà. Donc, il sera rejeté automatiquement. Si à élection, on le bouge pour amener à quelqu'un. Donc, il y a aussi le populisme parce que vous savez, le Burkinabé qui, lambda, ne connaît pas
que telle personne est cruciale pour le bien-être de mon pays, parce que voilà, nous ne voulons plus de ce système-là, c'est fini, nous sommes fatigués parce que c'est des gens qui sont blessés, qui ont vécu la discrimination, je ne sais pas, mais des gens complètement blessés et qui ne veulent plus d'un système. Et il faut rappeler qu'il y a la haine de celui qui a tué le père de la nation burkinabé. Oui, c'est vrai que non, comme je l'ai souligné, la fracture sociale encore là. Ces gens-là qui étaient là pour assurer, entre guillemets, la sécurité du Burkina, se sont retrouvés encore, entre guillemets, retrouvés dans un scandale qui concerne le père de la nation. Donc, ils sont devenus des ennemis de la nation, en quelque sorte, par la population. Donc, au lieu, soit on va au-delà de la perception populaire, soit on explique à la population comment faire. Je ne sais pas, mais c'est là où ça bloque. Ben, voilà, j'en venais justement par rapport à cette hypothèse-là de pouvoir, on va dire, expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants d'une telle décision en ce qui concerne évidemment le fait d'associer tous les fils, parce qu'évidemment Diendéré, ça reste un Burkinabé, même si aujourd'hui il est un peu, comme vous l'avez souligné, vu du mauvais côté de la population burkinabé. On va parler justement du Burkina Faso, mon cher Diallo, on va dire l'impossibilité. En tout cas, c'est l'observation qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme dans son pays, victime d'attaques de groupes rebelles. Est-ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui pour le pays de Roch Marc Christian Kaboré d'ouvrir un petit peu ses frontières à d'autres pays, hormis ces pays membres du G5 Sahel, pour venir en aide, pour lutter contre ces groupes terroristes? Ça viendra, mais vous savez, il y a toujours cette mainmise française sur nos appareils sécuritaires. Une chose est claire, nous sommes aériens parfois. Qui souffre de ces attaques terroristes? C'est la population civile. Et cette même population civile se trouve entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'on veut sanctionner des gens? Parce qu'on ne pourra plus faire venir le père de l'indépendance, de la révolution. Mais face à l'urgence où les groupes terroristes font des dégâts sur les populations civiles, c'est là où l'intérêt supérieur de la nation devrait être mis en arrière pour un tout petit peu. Et c'est là aussi la mission, on va dire, cruciale du président Kaboré, de ramener tout le monde à la même cause. Il faut du courage, et c'est en train, à la lumière des dernières élections présidentielles et législatives, moi j'ai été content quand le président Jean-Marc a reçu le leader de l'opposition du CDP, Komboïgo. Komboïgo, c'est l'oreille de Blaise Compaoré. C'est comme si, à un moment donné, les gens se sont rendus compte que, bon, on a pris un cul-de-sac. Et aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux, c'est nous dans nous. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais au Sénégal, on a eu des erreurs. Mamadou Dia, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer. De s'asseoir, de dialoguer. Oui. Parce que quand même, ce ne sont pas des Français qui meurent, ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés qui meurent, évidemment. Nous allons chuter par cette phrase un petit peu triste, mais malheureusement triste, mais réaliste, parce que c'est évidemment le cas. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Jocelyn Djeria, vous êtes analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On remercie également Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.